Europe 1, il est 8h33. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on sonne les coups de semonce. L'humanité, droit au logement, on attend quoi? L'opinion, le retour des climato-sceptiques. Et aujourd'hui en France, comment l'État vide les caisses des villes? Et puis Libération nous remet, ça faisait longtemps, une petite couche sur Hillary Clinton. La lutte finale. Le but, c'est de nous convaincre qu'elle est de gauche et qu'elle s'inspire même du programme de Sanders. Il y a donc pour commencer cet hommage aux victimes. Ça commence dans une demi-heure, aux Invalides. Oui, c'est aux Invalides. C'est organisé par des associations. Alors, on va passer sur les guéguerres, justement, entre ces associations que nous raconte le Figaro. Surtout ceux aussi qui, curieusement, n'ont même pas été prévenus. Et puis, sur ceux qui expriment leur colère devant l'idée d'une médaille pour les victimes. Pour ceux qui ont fait 14-18, ces médailles se devaient d'être accrochées au mur en signe de fierté, explique au Figaro un père en deuil. Là, on va la mettre où, la nôtre? Il n'y a aucune fierté d'être mort au Bataclan. Mais il faut lire surtout cet article juste en dessous, sur l'hôpital des Invalides, où se retrouvent ceux qui ont dû se reconstruire. Ceux de Charlie Hebdo, Karim aussi, les deux jambes écrasées par le camion de Nice. Tous disent avoir découvert des soignants généreux, efficaces, à l'abri du monde, de sa violence et de sa connerie parfois extrême, comme le dit le journaliste Fabrice Nicolino. Et puis il y a la brutalité de leur nouvelle vie, cette serveuse qui ne pourra plus exercer son métier, ces jeunes gens qui devront abandonner leur chambre du 6e sans ascenseur parce qu'ils sont en fauteuil roulant. Eh bien, la formidable équipe des Invalides les y prépare. La palme d'or de l'absurdité est attribuée à l'unanimité ce matin à Foncia, Natacha. Ah oui, Nice Matin nous raconte l'histoire de Michel et Carlo qui ont reçu un courrier de leur syndic d'immeuble, Foncia, leur demandant de retirer le drapeau bleu-blanc-rouge qu'ils avaient planté au bout de leur jardin. Nous tenons à vous remercier de votre patriotisme. C'est grandiose, Foncia. Mais sachant que les activités sportives estivales sont terminées, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir le déposer afin d'éviter tout débordement. Oui, des débordements. Michel avait mis le drapeau avant la finale de l'Euro 2016 et puis l'avait laissé pour le 14 juillet et surtout après les 86 morts de la promenade des Anglais. C'est pour ça qu'elle l'avait laissé, après l'attentat de Nice. Bien sûr. Voilà. Mais une voisine s'était plaint que ça faisait trop franchouillard. Oui. Et donc Foncia a d'abord envoyé ce courrier. Ils se sont excusés depuis parce que franchouillard quand même, faut pas exagérer. Une enquête sur les musulmans qui fait parler. Oui, de nombreux journaux reviennent sur cette enquête qui a été publiée hier dans le JDD. Et dont nous parlait Dany tout à l'heure. Oui. Bien sûr. Alors dans les Échos, Dominique Seux parle d'un travail qui rouvre la discussion sur la propension étrange de la France à ne pas vouloir mesurer pour ne pas savoir. Le réflexe de Libération qui pointe immédiatement le risque de stigmatiser une population en dit long d'ailleurs. C'est la première fois à ma connaissance, écrit Elisabeth Lévy sur Causeur, qu'un travail aussi sérieux tente d'établir un portrait idéologique et culturel des musulmans de France. On se disait bien, dit-elle, qu'une partie d'entre eux avait quitté le monde commun, mais on pouvait encore espérer qu'il s'agissait d'une infime minorité. Or, on apprend que 28% des musulmans de France estiment que la charia prévaut sur la loi de la République. Comment déradicalisera-t-on les 20% de musulmans et 28% de musulmanes qui, dans notre pays, approuvent le port de la burqa? Combien de générations, demande-t-elle, faudra-t-il pour les convaincre qu'une femme libre n'est pas souillée par le regard d'un homme? Ces questions ne seront évidemment pas posées, comme le montre le titre hilarant du Monde sur le sujet, les musulmans de France, une population jeune et diverse. Alors, dans la série, Natacha aime nous apprendre des nouveaux mots, la bigorexie. Oui, c'est joli, bigorexie. Ça sonne bien. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça sonne bien. Si vos deux genoux sont enflés comme des citrons, écrit Le Monde, et que vous êtes néanmoins inscrit à l'Ultra Trail, j'ai même du mal à le dire, vous voyez, alors le faire encore plus, du Mont Blanc, vous êtes peut-être atteint de bigorexie. Cette addiction qui conduit à une pratique sportive immodérée, c'est pas mon cas donc, pourrait avoir pour origine une faille narcissique aussi large que celle de Sand Andreas. Ça m'a fait du bien. Bref, on est tout fiers de montrer son corps musclé, sa volonté de faire. Et d'ailleurs, nous dit Le Monde, les groupes de running sont un lieu de drague hors pair, sachez-le. Rempli de bigorexiques, donc. On termine avec Google. Oui, Google qui est très respectueux de la vie privée. Vous avez un doute ? Oui. Eh bien, 20 minutes nous conseille pour nous convaincre de taper sur Google Maps, le nom d'une bourgade anglaise, Cowfen. La photo date de 2015 et on y voit une vache paissant paisiblement au bord d'un canal. Le visage flouté pour ne pas troubler son intime rumination. Mais oui, bien sûr. Les mauvaises langues diront que Google est moins prompte à bloquer l'accès aux vidéos de propagande de l'État islamique. Mais en fait, les algorithmes ont un mystère incroyable. C'est important de protéger l'anonymat des vaches. Donc il faut taper COE et FEN sur Google Maps. Voilà la vache mystère. Et si vous découvrez son nom, vous la gagnez. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain matin. Demain, Natacha. À demain.